Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 36 du balado du Dr. Kin. Alors aujourd'hui, à la demande générale, oxydation des substrats ou encore qu'est-ce qu'on brûle, comment qu'on le brûle, pourquoi qu'on le brûle, est-ce qu'on brûle du gras, est-ce qu'on brûle des glucides, qu'est-ce qui est mieux, on va essayer de faire des liens avec la perte de poids, puis aussi les sports d'endurance. Salut Martine, donc une petite pensée juste pour toi justement, parce que de mémoire, c'est toi qui m'avais demandé d'aborder le sujet. Alors merci pour la demande spéciale. Puis ça tombe super bien parce qu'avec le cours que j'enseigne à l'Université d'Ottawa, on tombe justement là, tranquillement pas vite dans l'oxydation des substrats. Fait que ça m'a permis de joindre l'utile à l'agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a à comprendre de tout ça? Il y a beaucoup de choses. C'est super compliqué. C'est pas facile. Puis je sais que je passe souvent des podcasts avec ça en disant que c'est pas facile, c'est compliqué, mais c'est un peu ça la physiologie de l'exercice. C'est quelque chose qui est assez complexe, puis malheureusement, on a souvent juste accès à des parcelles d'informations, puis on va tirer des conclusions ou on va bâtir des interventions à partir d'informations partielles. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais écoutez, si vous appréciez le balado, merci de partager, d'appuyer sur les petits boutons j'aime, etc. C'est toujours le fun d'avoir un auditoire un peu plus actif puis de partager le tout. Fait que c'est toujours agréable. Puis surtout que, ben, écoute, je fais ça gratis, donc c'est toujours le fun d'avoir un petit peu de monde qui écoute. Donc, l'oxydation des substrats. Moi, j'ai rédigé ma maîtrise justement là-dessus, sur l'oxydation des substrats, plus particulièrement la différence dans l'utilisation des lipides, des glucides entre les hommes et les femmes lorsqu'on est à jeun. Bon, ça fait un petit bout que j'ai terminé ma maîtrise, mais c'est quelque chose, sans me considérer comme un spécialiste de l'oxydation des substrats, c'est quand même quelque chose que je connais un peu, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis, ben, c'est surtout quelque chose que je déplore un peu parfois on l'explique mal ou on en parle mal ou on veut bien faire, mais il y a beaucoup de mythes là, qui vont sortir de tout ça. Alors, je me suis fait toute une liste là, pour voir là, si ça peut aller dans toutes les directions, mais j'ai une liste de sujets principaux que je vais aborder. Alors, si vous avez des questions, quoi que ce soit entre-temps, n'hésitez pas d'indiquer ça dans la section commentaires. S'il y en a qui sont sur mon Facebook personnel, ça, je le vois plus tard, donc généralement à la fin. Donc, sinon, je vous invite à suivre là, sur la page Dr. Kin, ou encore il y a YouTube, il y a Twitter, etc. Mais sur la page Dr. Kin, d'habitude, je vois beaucoup plus rapidement les commentaires, puis je peux y répondre pendant le podcast. Donc, lorsqu'on va parler d'oxydation du substrat, on va surtout parler des glucides et des lipides. On va parler un petit peu moins des protéines, puis je n'irai pas différemment là-dessus. On considère que l'utilisation des protéines comme source d'énergie, c'est relativement négligeable. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va affecter grandement ce dont on va discuter dans le balado. Mais il faut garder en tête que ça joue un petit peu. Mais ceci étant dit, c'est une contribution qui est minime. Ce n'est pas un facteur déterminant, surtout lorsqu'on va parler d'oxydation de substrat pour la perte de poids ou encore d'oxydation de substrat dans le but de performer là, les sports d'endurance. Dans les deux cas, on se rend compte que ce soit pour une perte de poids, que ce soit pour des sports d'endurance, on veut optimiser l'utilisation du gras comme source de carburant. Les objectifs sont différents, mais au final, la mécanique est la même. Alors, quand on parle d'oxydation des substrats, que ce soit des glucides, des lipides, on parle de voie métabolique. On parle de catabolisme. Donc, catabolisme, c'est la dégradation de substrats. On va partir avec des molécules, avec des composés chimiques qu'on va dégrader dans le but de renouveler
notre ATP. Donc, l'ATP, c'est la petite devise énergétique de la cellule musculaire qui va nous permettre de faire des contractions musculaires. Fait qu'au final, qu'on utilise des glucides ou des lipides, on veut renouveler de l'ATP. C'est vrai que ça, c'est la finalité. Pour y arriver, ben, c'est là qu'on prend des chemins différents. Alors, quand on parle d'oxydation des substrats, quand on parle d'utiliser des glucides, on va parler de glycolyse ou de glycogénolyse. D'habitude, on parle juste de glycolyse. Qu'est-ce que c'est? Bien, on va prendre du glucose, on va prendre des glucides, on va les dégrader et on va extirper de l'ATP, donc de l'énergie de cette molécule-là, et c'est ce qui va nous permettre de faire des contractions musculaires. Bon, ça c'est la définition simple. Au niveau des lipides, c'est un processus un petit peu plus complexe qui va passer par des étapes un petit peu plus nombreuses, un petit peu plus compliquées. Puis au final, ben, on va passer par un processus de bêta-oxydation qui va nous permettre lui aussi de renouveler de l'ATP. Donc, c'est deux mécanismes, deux processus biologiques pour utiliser de l'énergie, transformer de l'énergie, puis nous permettre de faire des contractions musculaires qui travaillent en parallèle et qui ont des interrelations. Et c'est là que ça commence à être compliqué parce que les gens vont avoir tendance à prendre juste des bouts. On va regarder juste la bêta-oxydation ou juste la glycolyse, on perd de vue des choses et c'est ça qui rend la situation très complexe et difficile à comprendre. Alors, on va repartir si je prends un exemple, quand on fait un effort. Si je m'en vais faire un jogging à l'extérieur, que je veux m'entraîner pour courir un marathon ou encore je veux faire l'exercice dans le but de brûler du gras. Peu importe mon objectif, là, je m'en vais courir. Je vais faire une course relativement relaxe, à environ 65% de ma VO2 max. Ce n'est pas 65% de mes fréquences cardiaques maximales théoriques, c'est à peu près 65% de ma VO2. Donc, c'est un peu plus intense, là. Ça correspond généralement à peu près à 75% environ des fréquences cardiaques maximales théoriques. 75%. Donc, c'est un jogging relativement relax. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, pour que je sois en mesure de faire des contractions musculaires, il faut que j'aille recruter des fibres musculaires. Je vais aller recruter des fibres et les caractéristiques de ces fibres-là vont être le premier déterminant du carburant que j'utilise. Donc, pour faire encore une fois un résumé, on a des fibres, deux grandes familles de fibres. C'est des familles. Hein? Donc, dans une famille, le monde sont différents, ne sont pas tous pareils. Fait qu'on a un continuum. Il ne faut pas penser que tout est blanc, tout est noir. Là, c'est un continuum. On a des fibres de la famille des types 1, qui sont généralement des fibres qui génèrent une bonne tension musculaire, qui sont extrêmement endurantes, donc pas fatigables pantoute, et qui vont utiliser comme source de renouvellement de l'ATP, majoritairement une filière dite aérobie. Donc, on va utiliser de l'oxygène pour, au final, être capable de renouveler de l'ATP. Ces fibres-là sont capables d'utiliser des glucides, faire de la glycolyse un petit peu, puis utiliser ce qui sort de la glycolyse pour en faire de l'ATP dans le métabolisme aérobie. Ces fibres-là sont également capables d'utiliser des lipides, utiliser du gras pour renouveler de l'ATP, encore une fois, avec le système oxydatif. Donc là, on va dire avec le cardio. Fait que ces fibres-là, c'est des fibres qui ont un très bon cardio. Ensuite de ça, on a la famille des fibres de type 2. Donc ça, c'est des fibres qui sont capables de générer un peu plus de puissance, un peu plus de force. Ce sont des fibres qui sont aussi assez diversifiées. Donc dans la famille des types 2, on va avoir des fibres qui vont ressembler au type 1, c'est-à-dire qui vont être capables d'utiliser de l'oxygène pour renouveler de l'ATP, mais aussi elles vont être capables d'utiliser juste des glucides pour fonctionner en absence d'oxygène. Donc elles sont quand même bonnes d'un deux. Puis dans la même famille, on en a qui sont vraiment, mais vraiment pas bonnes pour utiliser de l'oxygène, pratiquement incapables, puis qu'elles vont juste être capables d'utiliser des glucides en absence d'oxygène. D'habitude, on parle de fibres de type 1, de type 2A et de type 2X. C'est nos trois regroupements. Comment ça marche, les fibres? Quand je commence un effort, quand je fais un effort, c'est le niveau de sollicitation, ce que ça me demande comme effort, bien, ça va me permettre de recruter des fibres de type 1. Les fibres de type 1, c'est des types de fibres qui sont de party. Elles embarquent facilement dans le party, ça ne prend pas grand-chose, elles sont rapidement activées dans la contraction musculaire. Elles ont un seuil d'activation qui est très bas. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour qu'elles contractent et qu'elles fassent la job. Les types 2A, un petit peu plus difficile à embarquer dans le party. Ça prend un effort plus grand pour qu'elles se disent « OK, go, on y va,
on embarque. Et les types 2X, ben, ils sont vraiment pas de party. Ça prend vraiment, vraiment un gros party pour qu'elles se décident d'embarquer. Donc, les types 1, dès que je vais faire des contractions musculaires, elles embarquent. Les types 2A, il faut que ça demande un certain effort, une certaine intensité pour être capable d'aller les recruter. Et les 2X, un effort encore plus grand. Donc, quand je vais sortir, je vais faire mon jogging dehors tranquille, une vitesse continue, bien, c'est sûr que j'aurai des types 1 qui vont embarquer, j'aurai des types 2A qui vont embarquer, un peu moins, puis encore moins de type 2X, peut-être même que j'en aurai pas du tout. Donc, ça va vraiment être davantage des types 1, des types 2A, puis après ça, pratiquement pas de 2X. Si tout d'un coup, je décide de sprinter, donc d'aller plus vite pour traverser la rue, il y a un auto qui s'en vient, je vais accélérer. À ce moment-là, je vais augmenter la demande. Et c'est là que je vais solliciter des fibres de type 2X un peu plus, un petit peu plus de 2A, puis aussi un petit peu plus de 1, mais je vais aller migrer vers les deux là, un peu plus pour générer plus de puissance, plus de torque. Si je vais chercher un peu plus mes types 2X, comme ces fibres-là, elles ne sont pas capables d'utiliser l'oxygène, ne sont pas capables d'utiliser le gras pour refaire de l'ATP, mais c'est sûr que ces fibres-là vont utiliser les glucides qui sont disponibles. Donc, plus j'augmente mon intensité dans un effort, plus je vais avoir tendance à recruter des fibres de type 2, dont les 2A et les 2X. Alors, plus je vais recruter des 2A et des 2X, plus je vais avoir tendance à mobiliser les glucides et la glycolyse pour faire mon effort. Si je réduis l'intensité, j'ai besoin de moins de 2A, de 2X, j'utilise plus des types 1 et elles sont plus aptes à utiliser le gras. Alors, quand on dit l'oxydation des substrats, plus tu es intense, moins tu vas aller chercher des glucides, des lipides. Donc, plus tu es intense, plus tu vas aller chercher des glucides, moins de lipides. C'est pourquoi? C'est principalement parce que le recrutement des fibres fait en sorte que les fibres qui fournissent le travail utilisent une source d'énergie qui ne provient pas des lipides. Fait que ça, c'est la première chose qui est un peu inévitable. Des 2X, ça n'utilisera pas des lipides. Pourquoi? Parce que ça n'a pas l'équipement pour, ça n'a pas la quincaillerie pour y arriver. Ça n'a pas les mitochondries, entre autres, en quantité suffisante. Ça n'a pas les enzymes associées aux mitochondries pour permettre d'utiliser l'acétyl-CoA qui provient de la bêta-oxydation, etc. Ils ne sont pas outillés. Fait qu'elles, quand elles contractent, elles font de la glycolyse. Elles utilisent principalement le glycogène qui est entreposé dans le muscle pour renouveler l'ATP. Ça, c'est inévitable. OK? Ces fibres-là, ben, si on leur ajoute des mitochondries tranquillement, il y en a des 2X qui vont commencer à ressembler à des 2A. Puis là, ben, les 2A sont un peu plus ambivalentes. Elles vont préférer des glucides, mais elles sont capables quand même d'utiliser des lipides. Martine, tu me dis donc une marche d'une heure, on brûle du gras. Ben, ça aussi, c'est particulier. Là, on a vu que plus c'est intense, ben, plus on va aller chercher des glucides, principalement à cause du recrutement là, des fibres. Fait que ça, on peut dire que c'est un peu réglé. Maintenant, ben, mettons que je suis au repos. Si je fais rien, la quantité d'énergie que je vais utiliser, ben, il va y avoir une partie qui va venir, par exemple, des lipides, puis il va y avoir une partie qui va venir des glucides. Mais on s'entend, au repos, on fait un individu moyen, on est à peu près à 1 calorie minute de dépense énergétique. Donc, si je suis au repos, par exemple, ben, je vais aller chercher à peu près 40-45% de mon énergie au niveau des glucides, puis à peu près la balance, donc environ 55 quelques pourcents au niveau des lipides. Fait que quand je me lève le matin, ben, je vais utiliser un peu plus de lipides que de glucides. Mais on se rappelle, si je me lève le matin, là, si je suis dans mon lit, je suis à peu près à 1 calorie minute de dépense énergétique. Donc, il va y avoir 0,4 calories qui va provenir des glucides, 0,4, 0,45, puis il va en avoir 0,55 qui va provenir des lipides. Alors, c'est pas grand-chose. Dès que je vais commencer à m'activer, ben, ce ratio-là va changer. Donc, plus je vais m'activer, plus je vais bouger, plus je vais faire des activités, plus mon utilisation d'énergie va provenir des glucides. Fait que quand je vais prendre une marche, si je suis à peu près là, au réveil, à peu près à moitié-moitié, là, mettons, là, à peu près, de mon énergie qui vient des glucides puis de mon énergie qui vient des lipides, si j'augmente l'intensité
puis je vais prendre une marche, même si c'est quand même relax, ben, je vais aller chercher proportionnellement un petit peu plus de glucides, puis un petit peu moins de lipides. Fait que ça, c'est en ratio. Après ça, en quantité, ben, si je dépense 400 calories, ben, il va y avoir une plus grande proportion de ces calories-là qui vont provenir des glucides, puis une proportion un petit peu moins grande qui va venir des lipides. Fait que quand je vais prendre une marche d'une heure, ben, je vais brûler des glucides, puis je vais brûler des lipides. Vous donner un ordre de grandeur. Je l'avais déjà donné dans un autre balado, mais juste pour le fun, je m'étais amusé à calculer là, des mesures que j'avais faites lors d'un demi-marathon puis d'un marathon. En intensité, là, sur un demi-marathon, j'étais à peu près à 65 de ma VO2, donc c'est considéré comme un effort qui est modéré. À cette intensité-là, j'ai à peu près 30 de mon énergie qui va venir des lipides, puis à peu près 70 qui va venir des glucides, approx, là, environ. Ça veut dire que sur un demi-marathon où je vais dépenser entre 1500 et 1700 calories, mettons, ben, je vais utiliser à peu près 50 à 60 grammes de gras, puis à peu près 260 à proche de 300 grammes de glucides. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Fait que je vais quand même si c'est une intensité modérée, je vais quand même utiliser, en termes de quantité, plus de grammes de glucides que de grammes de lipides. Là, les gens qui se disent, ben, si je vais prendre une marche d'une heure, ben, une marche d'une heure, c'est pas mal certain que c'est une moins grande dépense énergétique que faire un demi-marathon. Fait que dans ma marche d'une heure, je vais dépenser moins de calories que 1500 à 1700. Donc, je vais oxyder, je vais utiliser une moins grande quantité de lipides et de glucides. Donc, ça va être moins que 50 quelques grammes de lipides qui vont être utilisés, assurément, puis moins de 200-300 grammes de glucides, assurément. Donc, c'est pas grand-chose. Fait que quand on parle d'oxydation des substrats, dès qu'on fait de l'effort, c'est majoritairement des glucides qu'on va aller chercher. C'est majoritairement ça. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais quand tu fais des efforts, tu as les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline qui sont sécrétées, tu as l'hormone de croissance qui est produite, et ça met du gras en circulation. C'est vrai, ça met du gras en circulation. Fait que si je fais un entraînement par intervalle, à très haute intensité, ça va envoyer le signal à mon organisme que je vais avoir besoin d'énergie. L'énergie que je vais utiliser là, live, pendant que je fais l'effort, ça va être des glucides. Pourquoi? Ben, les glucides sont dans le muscle déjà. Ils sont sous forme de glycogène, sont dans le muscle, sont juste à côté des mitochondries, sont juste à côté des fibres musculaires. Ils cognent à la porte et rentrent. Ils sont là. Les lipides, il y en a un petit peu dans le muscle. Il y en a un petit peu, mais c'est surtout entreposé dans le tissu adipeux, dans le foie. Fait que les lipides, pour s'activer, il faut les appeler. Il faut qu'ils se mettent en circulation, puis il faut qu'ils s'en aillent jusqu'au muscle qui est actif. Fait que quand je fais de l'entraînement à très haute intensité, j'envoie le signal que je vais avoir besoin de lipides. Mais ça va me prendre 3, 4, 5, 10, 20 minutes avant qu'on observe une augmentation de la circulation des lipides dans le sang. Puis, une fois qu'ils sont en circulation, là, ils peuvent être captés par le muscle. Mais captés par le muscle, je reviens à mon entrée en matière. Si je travaille beaucoup avec des fibres de type 2X, ils ne sont pas équipés pour capter l'acide gras et l'utiliser. Fait que si je mobilise beaucoup de fibres de type 2, puis que je mets du gras en circulation, mes fibres de type 2X n'utiliseront pas plus de gras parce qu'elles n'ont pas les outils. Donc, c'est pour ça que l'entraînement à très haute intensité, ça ne fait pas vraiment brûler plus de gras. Ça va mettre plus de gras en circulation, ce qui est une bonne chose, quand c'est de l'entraînement prolongé. Pas un entraînement de 20 minutes avec des intervalles. On parle des entraînements de cyclistes qui vont faire pendant, mettons, un 90 minutes d'intervalle. Bien, on va observer à la fin qu'il y a toujours une dominante au niveau de l'utilisation des glucides pendant l'effort, mais proportionnellement, on commence à avoir un petit peu plus de lipides qui sont utilisés. Fait que ça monte tranquillement. Mais eux autres, leur objectif, c'est pas d'utiliser des lipides ou d'utiliser des glucides, c'est de maintenir la plus haute puissance d'entraînement possible. Alors, donc, quand je dis là, c'est complexe, là, c'est ça, c'est quelque chose de complexe. Fait que si je fais un entraînement de burpees, si je fais un entraînement des air squats, etc., puis c'est super intense. Si je fais un entraînement de powerlifting, c'est super intense parce que je lève peu importe. Mais oui, j'envoie le signal qu'il va falloir mettre du gras en circulation. Mais le gras en circulation, ce n'est pas synonyme de gras utilisé. Première chose super importante à comprendre.
Ensuite de ça, là, après ça, on retombe dans OK, mais ça veut dire que si je veux brûler du gras, il faut que je diminue mon intensité puis que je mette du gras en circulation. Fait que là, tu as des gens qui vont faire, des entraîneurs qui vont dire OK, on va commencer, on va faire des intervalles au début. Puis après ça, on va faire du continu à faible intensité. Fait qu'on part la séance d'entraînement, tu vas faire de l'ergomètre double, du air bike. Bang, 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 tu fais des intervalles, 20 secondes dans le tapis, 20 secondes de récupération. Puis après ça, tu fais ça pendant 5-6 minutes. Après ça, tu vas aller faire un 5 km de course bien tranquille. Bon, cool. Fait que là, on dit tu vas brûler bien plus de gras dans ton 5. Tu vas mettre un peu plus de gras en circulation, ce qui est super. C'est vrai que s'il y a plus de gras en circulation et que tu as des fibres qui carburent en partie au gras qui sont impliqués, comme quand tu vas aller faire ta course, tu vas avoir des types 1 qui vont travailler, c'est vrai que tu vas augmenter ton oxydation de lipides. Tout le monde dit, ça y est, on vient de trouver la solution pour perdre du poids. Tu pars avec des intervalles à super haute intensité, tu te grilles là-dessus. Après ça, tu fais du continu à plus faible intensité, puis là, tu vas brûler bien plus de gras. OK. Fait que quand les gens avancent ça, quand les gens parlent de ça, ils ont une certaine compréhension de la physiologie de l'exercice, puis c'est super bien. La question qui tue, c'est hey, c'est combien de gras tu vas brûler de plus? Puis là, quand tu fais les calculs, rappelez-vous, j'ai dit pour brûler sur un demi-marathon à 65 %, c'était à peu près 50 à 60 grammes, mettons, de gras qui étaient brûlés. Fait que, mettons, je mets bien plus de gras en circulation. Mettons que ça double. OK, j'exagère, là, ça double la quantité de gras que je vais utiliser. Ben, je vais passer, au lieu de 50 à 60, je vais être à 100 à 110. On parle de 100 à 110 grammes de gras. C'est pas beaucoup, là. C'est pas 1 kilo de gras que tu brûles. Et ça, c'est des valeurs qui sont, entre guillemets, là, peu probables, là. Ça va être bien moins que ça. Fait que le fait de faire des stratégies pour optimiser l'oxydation du gras à l'effort, d'habitude, ça se compte en quelques grammes de gras de différence. Tu sais, le plus bel exemple, c'est l'entraînement par intervalle versus en continu, l'entraînement à jeun. Tu sais, oui, c'est vrai que ça permet de mobiliser un peu plus de lipides lors de l'effort, mais quand on fait les calculs, ça se compte en 7, 8, 10, 20, 30 grammes de gras de plus. Fait que c'est pas super, super intéressant. L'autre problème qu'on a avec ça, c'est qu'il faut voir c'est quoi les adaptations qui vont être issues de ça. Est-ce qu'on va uniquement brûler du gras pour brûler du gras? Puis ça, bien humblement, selon moi, c'est l'erreur qu'on va faire. On va arriver, on va chercher à maximiser l'oxydation des lipides pendant l'effort. Puis ça, c'est une mauvaise compréhension du rôle des substrats énergétiques. Les glucides, c'est l'énergie de l'effort, c'est de l'énergie qui est super bonne pour faire de l'effort. Elle est faite pour ça. On a évolué pour utiliser les glucides pour l'effort. La mécanique musculaire est faite pour ça. Puis, c'est là que c'est un petit peu mélangeant. Pour chaque litre d'oxygène que je consomme, les glucides me donnent plus d'énergie que les lipides. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'effort, moi, ce que je veux, chaque litre d'oxygène que j'utilise, je veux qu'il me permette de renouveler un maximum d'énergie. Comme ça, je peux faire un meilleur entraînement, je peux faire une meilleure performance. Donc, si j'ai un substrat qui me donne plus d'énergie par litre d'oxygène, c'est clair que je veux utiliser ça pendant l'effort. Et les lipides vont donner un petit peu moins d'énergie par litre d'oxygène consommé que les glucides. Puis en plus, ils ne sont pas rapidement disponibles dans le muscle. Fait que les glucides, c'est l'énergie qu'on a pour être rapidement actif, faire des efforts intenses. C'est le numéro un. Les lipides, c'est l'énergie qu'on a, la forme d'énergie ou le substrat qui nous permet d'entreposer le plus efficacement de l'énergie. Et c'est là la distinction, puis c'est là que ça mélange un peu. 1 gramme de glucides, ça donne à peu près 4 calories. 1 gramme de lipides, à peu près 9, 9,5. Donc, les gens disent, ah, ben, il y a plus d'énergie dans les lipides. Il y a plus d'énergie dans les lipides quand on les entrepose. Mais le lipide, quand on l'oxyde, il nous donne moins d'énergie. Fait qu'un glucide va nous donner à peu près 5,1 calories par litre d'oxygène, puis les lipides vont donner à peu près 4,6, 4,7. Ça peut avoir l'air de très, très proche, là, mais c'est une différence quand même qui est assez importante à l'effort. Donc, dès qu'on fait un effort, on est fait pour utiliser des glucides. Donc, c'est vraiment l'élément clé qu'on veut. Alors, à l'entraînement,
ça devient intéressant de favoriser l'utilisation des glucides pour améliorer les performances. Donc ça, c'est une stratégie qui est très intéressante. Donc, si on veut améliorer la condition physique, c'est plus intéressant de travailler en utilisant un substrat comme les glucides qu'un substrat comme les lipides. Alors, si je m'entraîne pour brûler du gras, ben, il ne faut pas que je brûle nécessairement du gras à l'entraînement. Qu'est-ce qui va déterminer que je vais brûler du gras? C'est majoritairement tout mon système oxydatif. Ça, c'est mon cœur, ça, c'est mes petites mitochondries dans mes muscles, c'est le sang, c'est tous ces éléments-là. Bref, c'est mon cardio. Meilleur est mon cardio, plus grande est ma capacité pour oxyder des lipides. Moins bon est mon cardio, moins je suis en mesure d'oxyder des lipides. Alors, si je m'entraîne, ben, je devrais chercher à m'entraîner pour améliorer ma capacité aérobie. Comme plus ma capacité aérobie est élevée, plus j'améliore mon potentiel pour brûler du gras, plus je deviens efficace, plus j'ai les outils, plus mes fibres de type 1, là, elles sont capables d'oxyder une plus grande quantité de gras par minute. Alors, ça devient super intéressant. Si je m'entraîne toujours à faible intensité, parce que je veux brûler du gras, ben, ça va se compter en grammes la quantité de plus de gras que je brûle. Puis à faible intensité, les chances que j'améliore ma capacité aérobie sont faibles. Donc, si mon cardio ne s'améliore pas, je vais toujours être pogné à brûler un petit peu de grammes de gras. Si j'améliore mon cardio, si je fais de l'entraînement à très haute intensité, ou peu importe la stratégie d'entraînement que je fais, mais une stratégie qui me permet d'améliorer ma capacité aérobie, bien là, à ce moment-là, j'améliore mon potentiel à brûler du gras. Puis en plus, je prolonge mon espérance de vie parce que la capacité aérobie, c'est étroitement associé à l'espérance de vie. Donc, ça devient très intéressant. Alors, c'est pour ça que quand on va structurer l'entraînement, ça ne tourne pas autour de l'oxydation des substrats comme tels. Ça tourne autour, c'est orchestré de façon à améliorer des qualités physiologiques. Et c'est en améliorant la capacité aérobie que là, on va maximiser, si on veut, notre potentiel à brûler du gras. Et c'est exactement la même chose que ce soit un processus de perte de poids ou des athlètes d'endurance. Chez les athlètes d'endurance, étant donné que les réserves de glucides sont relativement restreintes, on parle de 1000, 1500, 2000 calories là, chez des gens de gros gabarits, puis les réserves de sucre, elles sont prisonnières de chaque muscle. Donc, les glucides qui sont entreposés dans mon vaste interne de la jambe gauche sont prisonniers du vaste interne de la jambe gauche. Ils ne peuvent pas aller aider directement le vaste interne de la jambe droite. Il faut qu'ils soient utilisés dans la glycolyse, dégradés, fassent de l'énergie. Puis là, après ça, il y a plein de procédés. Ça peut ressortir en lactate, ça peut sortir en alanine. Il y a plein de procédés qui peuvent que ça passe par le foie puis on fait du glucose. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Mais tout ça pour dire que j'ai une quantité limitée de glucides, de glycogène dans mes muscles. Donc, quand je fais une épreuve d'endurance, ben, je veux essayer d'utiliser la plus grande quantité de gras possible parce que chaque gramme de gras que j'utilise, ben, ça me permet d'économiser des grammes de glucides. Puis du gras, d'habitude, j'en ai en masse. C'est rare que c'est un problème. Donc, la stratégie en sport d'endurance, c'est de maximiser l'intensité, aller le plus intense possible en ayant une capacité à utiliser un petit peu plus de gras. Et c'est une des définitions de l'endurance aérobie, en quelque sorte. Donc, je peux avoir une capacité aérobie qui est très bonne, mais ça se peut que moi, dès que je monte en haut de 65-70 je commence à utiliser beaucoup de glucides puis pratiquement plus de gras. Et ce qui va arriver dans ce cas-là, c'est que je vais avoir tendance à frapper un mur. Donc, dès que je vais avoir des épreuves qui vont dépasser là, un 10 km à peu près là, en course à pied ou équivalent, ben, je vais être à risque de casser, de bunker, là, comme on dit dans les sports d'endurance, parce que si je n'ai pas d'apport en glucides, je vais rapidement épuiser les glucides dans mes muscles qui travaillent, dans les muscles des membres inférieurs, par exemple, et je ne serai pas en mesure de continuer. Donc, une des stratégies pour améliorer l'endurance, ben, en améliorant la VO2, et après ça, en améliorant l'endurance. Améliorer l'endurance, ben, il y a différentes façons de passer pour y arriver, mais en gros, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est augmenter la capacité de l'organisme à oxyder du gras à une intensité plus haute. Et lorsqu'on améliore l'endurance aérobie, ben, on se rend compte qu'effectivement, à 70-75% de notre capacité aérobie, on commence à être en mesure d'utiliser une proportion intéressante de gras et ça permet d'améliorer, si on veut,
la durée à laquelle on peut soutenir cette intensité-là parce qu'on vient à épargner nos réserves de glycogène dans les muscles moteurs. Donc ça, c'est une stratégie qui est très intéressante, sauf que si on monte à une certaine intensité, par exemple, les gens disent ben, « moi, je vais courir à 90% de ma VO2 ». Super intéressant, mais à 90% de la VO2, on va aller recruter beaucoup de fibres musculaires à gros calibre, donc des 2A de gros calibre, des 2X de gros calibre, qui sont moins équipés pour oxyder des lipides. Fait qu'inévitablement, en haut de 80% de la VO2, la glycolyse va fonctionner dans le tapis, puis on va carburer dans les glucides. Donc, dans les sports d'endurance, on va souvent faire l'erreur d'améliorer la capacité aérobie, super bon, d'améliorer l'endurance, mais quand on va arriver dans une stratégie de course, on va être trop intense. Donc, on va avoir amélioré la capacité du corps à brûler du gras, donc prolonger notre capacité d'effort à, par exemple, 75% de notre VO2. Puis, quand on va planifier notre stratégie de course, on ne tient pas compte du pourcentage de la VO2. Puis, on dit, go, on y va. Garde un pace ou quelque chose. Donc, on va avoir une mesure externe qui n'est pas nécessairement le reflet du pourcentage de notre capacité aérobie. Et là, on se ramasse à travailler à 80-85%. Puis, on casse parce qu'on se dit, bien, comment ça se fait? Mon endurance n'a pas marché. Ma préparation n'était pas correcte. La préparation était correcte. On n'a juste pas respecté un rythme qui favorisait une utilisation propice des adaptations qu'on avait pu générer en termes d'utilisation des substrats. Alors, ça aussi, c'est complexe. C'est pas parce que le monde est imbécile, c'est pas parce que le monde veut le mal faire. C'est super complexe, puis on n'a pas de mesure directe de ça. Donc, ça prend un certain appareillage pour arriver à calculer ça, puis à déterminer, OK, là, voici notre stratégie de course, voici quelle sera notre puissance qu'on va maintenir pendant la course. Comme ça, on est pas mal sûr qu'on va être dans une zone où on va pouvoir prolonger ou épargner davantage nos réserves de glycogène tout en maintenant une cadence, un rythme qui est adéquat pour performer dans la course. Et c'est un peu la même chose si on revient à la perte de poids. Lorsqu'on parle de perte de poids, ben, on n'aura pas nécessairement une épreuve d'endurance comme telle. Mais ce qu'on veut, c'est que la capacité aérobie soit suffisamment élevée pour que ce qu'on fait au quotidien représente un faible pourcentage de nos capacités. Alors là, ça, c'est un concept qui est super intéressant. Ce que je fais dans mon quotidien, ça me demande une certaine quantité d'énergie. Fait que moi, mettons, là, ma vie en général, dans ce que je fais, ça me coûte, disons, 1000 calories là, en activité physique sur 24 heures. Encore une fois, là, je répète, l'activité physique, c'est l'énergie requise là, pour toutes mes contractions musculaires. Donc, toutes les activités que je fais qui élèvent ma dépense énergétique au-dessus de mon métabolisme de repos. C'est pas uniquement de l'exercice, c'est pas uniquement de l'entraînement, c'est pas du sport, c'est tout. Là. Aller pelleter, me rendre à pied au travail, à enseigner debout versus assis. Bon, c'est tout ce package-là. Fait qu'est-ce qu'on veut? Moi, mettons que ça me coûte 1000 calories dans ma journée en activité physique, que j'aille un bon VO2 ou un mauvais VO2, ben ça me coûte à peu près 1000 calories dans ma journée anyway, de toute façon. Si par contre j'améliore mon cardio, ça change quoi? Je ne commencerai pas à enseigner en faisant du jogging dans la salle de classe, je ne commencerai pas à pelleter 4 fois plus vite, etc. Je vais pelleter à la même vitesse, je vais enseigner à peu près de la même façon. La différence, c'est que si mon cardio est plus élevé, les mêmes tâches que je fais au quotidien représentent un pourcentage de mes capacités qui est plus bas. Et rappelez-vous, au début, moins c'est intense, plus le ratio est favorable pour l'utilisation des lipides. Donc, enseigner debout dans ma salle de classe, si j'ai une capacité aérobie à 35 ml d'oxygène par kilogramme de poids par minute ou à 70 ml d'oxygène par kilogramme de poids par minute, enseigner, ça ne représente pas le même pourcentage de mes capacités. Et c'est là que ça devient intéressant parce que progressivement, ce que je fais au quotidien, les activités que je fais au quotidien, plus mon cardio est élevé, plus ce sont des activités qui vont être capables d'utiliser du gras pour carburer. Et si je suis capable d'oxyder une plus grande quantité de gras et je vais créer un déficit énergétique modéré, mais ce sont des éléments extrêmement favorables pour une perte de poids intelligente. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher à planifier. Alors donc, l'athlète d'endurance et la personne qui souhaite perdre du poids pourraient avoir exactement le même entraînement. La différence, c'est que
la personne qui souhaite perdre du poids, bien, son quotidien, on veut qu'il devienne plus facile. On veut qu'il devienne un pourcentage plus faible de ses capacités pour chercher à augmenter à chaque jour, une oxydation un peu plus élevée de gras. Et là, ça ne sera pas comme pour l'entraînement. On ne passera pas de 50, 100 grammes à 300 grammes parce qu'on a un meilleur VO2. C'est pas ça qui va se passer. Mais c'est qu'à chaque jour, juste faire notre quotidien, ça nous permet d'utiliser une quantité un peu plus grande de lipides, ça devient très intéressant parce qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts spécifiques durant la journée, on n'a pas besoin d'y penser. C'est quelque chose qui va s'additionner progressivement. Alors, c'est ça la stratégie intéressante. Donc, n'importe quel entraînement qu'on va faire pour perdre du poids, c'est rarement l'entraînement qui va faire perdre du poids. Ça marche pour très peu de gens. Pourtant, c'est encore le moyen d'action numéro 1 qu'on cherche à utiliser avec des diètes pour chercher à perdre du poids. Mais l'entraînement, ça ne nous permet pas directement d'oxyder une quantité super intéressante de gras. T'sais, un marathon, là, on parle de à peu près 120 grammes, 150 grammes de lipides. Un marathon. Fait qu'un 4 heures, 4 heures et quart de course, une centaine de grammes là, de lipides. Honnêtement, c'est rien, là. C'est quoi? 10 cuillères à soupe de beurre, là. Fait que sur une semaine, si j'enlève les muffins de n'importe quel restaurant à peu près, ben sur 7 jours, si je coupe ça, ben c'est presque le même effet, dans le fond, que de courir un marathon en termes de lipides, parce que j'y brûle en plus ou que j'y mange en moins, sur la balance, c'est la même chose, là. Si je brûle 200 grammes de gras de plus ou si je consomme 200 grammes de gras de moins, on s'entend en termes de balance d'oxydation des lipides, c'est pareil. Fait que de couper les muffins avec une cuillère à soupe de beurre dedans, ben sur 10 jours, c'est à peu près la même affaire que de courir un marathon. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de bénéfice à couper les muffins, courir un marathon. Ouais, c'est juste une question d'énergie puis de gestion d'oxydation des lipides, là. Moi, je pense qu'il y a bien plus de bénéfices à s'entraîner pour courir un marathon qu'à juste se forcer pour ne pas manger de muffins, là. Ça, c'est une autre histoire. Alors, donc, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y en a, allez-y, je les prends. Encore une fois, je rappelle, préférable de poser des questions sur la page du Dr. Kin ou encore le YouTube, là, etc. Sur ma page Facebook, je les vois seulement après. Sur ma page personnelle, je les vois seulement après le podcast. Alors, si on fait un petit peu un recap de tout ça, l'entraînement à haute intensité, est-ce que ça brûle plus de gras? Non. Je vais en profiter pour ouvrir la parenthèse. Les gens vont dire, oui, mais tu vas brûler plus de gras après. Non, tu ne brûleras pas tant plus de gras après. La dépense énergétique après un entraînement, ça s'appelle la récupération et ça ne coûte pas plus cher que l'entraînement que tu as fait. Ça ne marche pas, là. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment, quand tu vas faire un entraînement à haute intensité, c'est est-ce que ça améliore ta capacité aérobie? Compte pas sur l'entraînement à haute intensité pour une oxydation des substrats, c'est des peanuts, c'est des grammes. Pierre, c'est ça, slow twitch versus fast twitch pour les fibres. Les slow twitch, c'est les fibres de type 1. Les fast twitch, c'est les fibres de type 2, donc les 2A et les 2X. Les appellations des fibres, là, ça varie toujours selon la fonction dont on les identifie. Donc, slow twitch versus fast twitch, c'est en fonction de la vitesse de dépolarisation, donc du nerf, dans le fond, qui est avec, la grosseur du nerf. Slow twitch, ben, c'est, mettons, 60 millisecondes, je ne me souviens plus. Fast twitch, c'est genre 60 millisecondes pour se dépolariser, puis entre les twitch, puis fast twitch, je pense que c'est slow twitch, je pense que c'est 100. Fait que c'est un exemple. On parle aussi des fibres rouges, des fibres blanches. Donc, ça, c'est teinté avec une teinture pour voir la teneur en certains enzymes. Donc, c'est ça. Fait que les fibres qui sont friandes d'acide gras libre, de gras, ça va être surtout les slow twitch, puis des fast twitch 2A qui sont plus du côté cardio. Parce que les fast twitch, les 2A, là, ça peut ressembler à une 2X, ça peut quasiment ressembler à une 1. Là. Fait qu'on peut avoir, par exemple, des 2A qui sont très bonnes pour utiliser, qui sont bonnes pour utiliser les lipides, puis on peut avoir des 2A qui sont vraiment pas bonnes pour utiliser les lipides. Là. Puis en s'entraînant, en faisant du cardio, en améliorant sa capacité aérobie, ben on entraîne ces fibres-là à être capable d'utiliser plus d'oxygène.
Puis, s'ils sont capables d'utiliser plus d'oxygène, ça va être pas mal plus tendance à utiliser, là, on va avoir une plus grande capacité si on veut utiliser les lipides. Martine, même chose quand on lève des poids, ben, en muscu, c'est la dépense énergétique elle va être beaucoup moindre que sur le cardio généralement. Fait que c'est sûr que la quantité de lipides brûlés quand on fait de la muscu, c'est beaucoup moins. Donc, premièrement, parce que la quantité de calories dépensées est moindre. Ensuite de ça, c'est la nature de l'effort. D'habitude, par unité de temps, l'intensité va être beaucoup plus élevée en muscu. Donc, ça va être beaucoup un effort qui va miser sur la glycolyse. On n'aura pas le temps de mobiliser les acides gras, la bêta-oxydation pour y arriver. Puis l'autre point, j'hésitais à rentrer là-dedans dans le podcast parce que je m'attends à ce que l'auditoire tombe de façon vraiment prononcée, mais dans la biochimie des processus, là, ce qui arrive, c'est super bien fait comment on utilise les substrats, comment on renouvelle notre ATP, c'est fou. Et tous nos systèmes sont interreliés. C'est pas vrai qu'il y a le métabolisme anaérobie, puis à côté, il y a le métabolisme aérobie, puis c'est deux maisons différentes. C'est la même chose. Les deux s'auto-alimentent. Quand je fais de la glycolyse, il y a des substrats qui vont sortir, des métabolites qui sortent, et ces métabolites-là, ils alimentent le métabolisme aérobie. Puis quand le métabolisme aérobie fonctionne, il fournit des substrats au métabolisme anaérobie, donc à la glycolyse pour s'alimenter. Fait on ne peut pas les voir de façon distincte. C'est enseigné traditionnellement de façon distincte parce que c'est plus facile à comprendre, mais au final, on comprend moins bien. Parce qu'on voit ça comme, il y a l'anaérobie, puis de l'autre côté, il y a l'aérobie. C'est pas ça, là. Les deux fonctionnent simultanément. C'est juste des fois, il y en a un qui domine plus que l'autre, mais ils s'auto-alimentent. Pourquoi on parle de ça? Juste pour écœurer le monde puis les mélanger. Non, c'est pas vrai. Pourquoi on parle de ça? C'est parce que quand je vais utiliser beaucoup de fibres de type 2, mettons des 2X, je lève le pesant, je fais de la muscu, je travaille super fort, mais ma glycolyse va fonctionner beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai des 2X qui travaillent. Puis elles sont glycolytiques, elles fonctionnent à la glycolyse. Fait qu'eux autres, dans la glycolyse, elles vont prendre le glycogène musculaire, elles vont le dégrader, si on veut, elles vont le cataboliser, puis ça va nous donner du pyruvate. Le pyruvate, quand il sort de la cellule, il peut rentrer dans la mitochondrie et il va être oxydé. Il va être transformé et ça va donner de l'acétyl-CoA. Ne nous enfargeons pas dans les termes, là, mais mettons qu'on prend du sucre dans le muscle, on le dégrade, au final, ça donne de l'acétyl-CoA. Quand je prends du gras, il y a plein de processus. Il faut qu'il soit mis en circulation. Ensuite, il faut qu'il soit transformé un petit peu. Il faut qu'on le charge en énergie. Après ça, il faut qu'il soit capté. Après ça, il faut qu'il soit transformé dans ce qu'on appelle la bêta-oxydation. Et le gras va être transformé lui aussi en acétyl-CoA. Alors, le sucre que je consomme, quand il me donne de l'énergie pendant que je cours, ben, il est transformé en acétyl-CoA. Puis c'est l'acétyl-CoA qui va alimenter le reste de ma quincaillerie pour renouveler l'ATP. Je suis encore surpris qu'il y ait du monde qui écoute. Mais bon, on va continuer. Quand j'utilise du gras, je vais faire tourner la bêta-oxydation. Quand la bêta-oxydation tourne, ça va me donner, entre autres choses, pas juste ça, mais de l'acétyl-CoA aussi. S'il y a des concentrations élevées d'acétyl-CoA dans ma cellule, ça va inhiber l'activité des enzymes qui permettent de dégrader l'énergie. Ça veut dire que plus j'accumule l'acétyl-CoA, ben, moins je vais dégrader de glucides, moins je vais dégrader de lipides. Pourquoi? Ben, c'est logique, j'en ai assez d'acétyl-CoA pour répondre à la tâche. Fait que si j'en accumule d'acétyl-CoA, ça veut dire qu'il n'est pas transformé en énergie, là. Ça veut dire que j'en ai trop. Fait que c'est normal que l'augmentation des concentrations d'acétyl-CoA, ben, ça vienne réduire l'activité des systèmes qui en produisent. C'est un mécanisme d'autorégulation qui fait du sens. L'affaire, c'est que la glycolyse a tendance à être plus proche du muscle, plus proche de la fibre, elle est vraiment dedans. Fait que quand elle s'active, ben, elle est plus apte à élever les niveaux d'acétyl-CoA rapidement. Puis l'acétyl-CoA, quand il monte, ça vient inhiber une enzyme de la bêta-oxydation qui est l'alpha-kétotéliase, peu importe, là, mais la dernière étape de la bêta-oxydation, il y a une petite enzyme qui, elle, quand il y a bien de l'acétyl-CoA, elle arrête de fonctionner. Fait que dès que ma glycolyse embarque, dès que je fais de l'acétyl-CoA avec ma glycolyse, ma bêta-oxydation, elle arrête de tourner. Donc, dès que j'augmente l'intensité de mon effort, je vais aller chercher des fibres qui sont glycolytiques, donc qui vont utiliser le glycogène, qui vont faire du pyruvate, de l'acétyl-CoA rapidement. Mais s'il y a de l'acétyl-CoA qui monte,
ma bêta-oxydation, elle va arrêter. Fait qu'on ne peut pas oxyder beaucoup de gras et beaucoup de glucides en même temps parce que ça vient, s'il y a une réaction qui fonctionne bien, ça vient couper les jambes à l'autre. Même chose, si je diminue l'intensité, puis là, j'ai moins de fibres qui carburent uniquement au glycogène, je ne peux pas croire que le nombre d'auditeurs a monté après que j'ai dit alpha-kétothiolase, mais en tout cas, je suis surpris. Je suis déstabilisé. Donc, si je diminue l'intensité, j'ai moins de fibres glycolytiques qui vont fonctionner, je vais avoir moins de dégradation de glycogène, moins de production de pyruvate, moins de production d'acétyl-CoA. Ça va permettre à ma bêta-oxydation de rouler plus. Puis si elle roule plus, puis elle fournit de l'acétyl-CoA, ça va venir inhiber davantage le travail de la glycolyse. Donc, plus je diminue l'intensité, plus je favorise l'oxydation des lipides, mais plus je vais inhiber la transformation d'énergie qui vient de la glycolyse, donc du sucre. Sauf que si je diminue l'intensité, je dépense moins d'énergie. J'ai une moins grande dépense énergétique. Si je cours versus si je marche, je vais avoir moins de calories qui vont être dépensées. Alors, ça devient... C'est pour ça que la mode, là, moi, quand j'ai commencé en entraînement là, dans les années 90, pour perdre du poids, c'était de l'intensité modérée. Tu faisais de l'intensité modérée pendant 1 heure, puis c'était comme ça que tu brûlais du gras. Jusqu'à temps qu'on s'arrête, qu'on fasse les calculs, puis qu'on réalise, ouais, ça vaut-il la peine que je passe 1 heure à marcher sur le tapis roulant pour aller chercher 15 grammes de gras, tu sais? Je vais aussi mettre d'aller magasiner, parce qu'en même temps, on va faire quelque chose d'intéressant, puis je vais brûler aussi le 15 grammes de gras. Tranquillement, on a migré vers une approche plus de, quand tu vas au gym, améliore ta condition physique, puis quand tu vas magasiner, là, marche donc. Tu sais, stationne-toi plus loin, toutes ces recommandations-là qu'on trouve niaiseuses, si tu t'es entraîné et tu as une bonne VO2, ces activités-là vont te permettre d'oxyder une plus grande quantité de lipides que si tu avais une VO2 de tondeuse à gazon. Alors, c'est des éléments qui sont... C'est relativement compliqué, relativement simple. Le principe est simple. L'application et la compréhension de la physiologie de tout ce qui est métabolisme intermédiaire, c'est quelque chose qui est tough. Là. Puis j'ai pas la prétention de le maîtriser puis de le comprendre, mais c'est quelque chose qui est assez complexe. Puis c'est pour ça que je comprends que, il y a plusieurs entraîneurs qui comprennent une partie, qui vont dire, on va faire de l'entraînement à haute intensité, comme ça, on va produire noradrénaline, adrénaline, ça va mettre les acides gras en circulation. Si on met des acides gras en circulation, c'est sûr qu'on va maigrir. Non, parce qu'il y a à peu près 6 autres étapes là, dans le processus qu'on a complètement oubliées. Alors, c'est ça, mais il faut les connaître, les 6 étapes, puis c'est pas toujours des termes faciles, c'est pas toujours accessible, mais si jamais il y en a qui sont intéressés, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Monsieur Brooks, là, George, tous ceux de ma cohorte, là, quand on a fait le doc, c'était le livre qu'on a étudié de bord en bord, sauf pour ce qui est musculation, dedans, on oublie ça, là, ça c'est une erreur de parcours, mais tout ce qui est utilisation des substrats, tout ce qui est lactate, glucides, lipides, etc., c'est un livre qui est vraiment, vraiment bon. Là. Nous autres, on a passé notre examen de synthèse au doc grâce à ce livre-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Sinon, il y a le Leninger, livre en biologie, Leninger, qui est, je dirais, la coche au-dessus de celui-là. Ça, j'hésite toujours un peu à le recommander. Le Leninger en biologie, je suis rendu à la 80e édition. En tout cas, moi, c'est le genre de livre qui me fait saigner du nez. Là. Je prends ça un paragraphe à la fois, puis c'est une leçon d'humilité, là, presque aux 3 phrases. Là. Quand tu penses que tu comprends quelque chose, tu lis ce livre-là, puis tu réalises que, OK, on ne l'a pas pantoute, là. Alors, c'est ça. Donc, c'est un petit peu le tour que je voulais faire, là, côté oxydation des substrats, utilisation des lipides. Donc, la morale de l'histoire, ne cherchez pas à brûler du gras à l'entraînement. Si vous êtes un sportif d'endurance, on cherche à brûler du gras en quantité raisonnable pendant l'effort. Pour y arriver, il y a différentes stratégies. Je pourrais peut-être aborder ça là, dans un autre balado, là, justement, avec différentes approches nutritionnelles, différents types d'entraînement pour favoriser un petit peu le développement de l'endurance, puis une augmentation des concentrations des enzymes responsables de l'oxydation des lipides. Donc ça, c'est des stratégies qui peuvent être intéressantes. Mais on s'entend, ces stratégies-là, ça ne fera pas que moi, tout d'un coup, je vais me classer pour Boston parce que j'ai fait ça, ou je vais challenger le gars qui a couru son marathon tout juste en bas de 2 heures. Là.
On s'entend, pour la plupart des gens, si tu n'as pas un minimum de capacité de performance, c'est des changements qui sont mineurs qu'on ne réalisera pas nécessairement sur un marathon. Leninger Biochemistry. C'est ça. Ben, tu vois, Pierre, le challenge que je trouve, moi, avec le Leninger, c'est justement, c'est que pas par cœur, c'est de comprendre tous les processus, les équations, les calculs. Moi, écoute, toi, avec ton background, tu es vraiment plus calé que moi en chimie. Là. Moi, mes limites, c'est ça, c'est la chimie, là, puis balancer les équations, puis les modèles allostériques. Moi, je trouve ça difficile. Fait que j'ai comme beaucoup d'admiration pour ce bouquin-là. Là. Mais c'est ça, Puis ce qui est fascinant dans ces livres-là, c'est qu'on réalise que ce qu'on a appris, mettons, en physiologie de l'exercice en première année de bac, tu commences à lire ça, tu te dis, OK, là, c'est pas ça pantoute, là. Tu sais, je m'en suis fait raconter, là. Puis moi, maintenant, j'enseigne avec, je crois, beaucoup plus d'humilité. Puis quand j'enseigne au bac, là, entre autres à Ottawa, là, c'est écoutez, je vous présente ça, là, sachez qu'il y a beaucoup plus que ça. Fait que ça, c'est comme. C'est un petit dessin, là, c'est un bonhomme allumette, là, c'est pas la Joconde, là. Fait que nous, on va voir les bonhommes allumettes, on va comprendre le bonhomme allumette, mais garde en tête qu'il y a comme un écart entre un bonhomme allumette et la Joconde. Là. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Puis je pense que cet écart-là de compréhension fait justement des fois donne place à certains mythes, puis certaines adaptations plutôt libres de ce qui est là, la biochimie, physiologie, etc. Alors sur ce, ben, merci pour votre attention. Je ne promets pas d'être là la semaine prochaine. Ça risque d'être plus aux 2 semaines. Mais en tout cas, je vais voir. Encore une fois, si vous avez apprécié, écoutez, merci de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. C'est des suggestions de sujets. D'ailleurs, je remercie encore Martine pour cette suggestion-là. C'est toujours plus intéressant de traiter de choses qui sont demandées plutôt que moi, ça me tente de parler d'eux, puis j'y vais. Alors, sur ce, merci à toi, Pierre. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, on se revoit à la prochaine. Bye bye.